Salut à tous, bienvenue dans la troisième mi-temps. Nous sommes ensemble pendant 1 heure sur Twitch et Rugbyrama pour vous débriefer la 7e journée de Top 14. Notre œil technique, notre expert est avec nous, Laurent Labitte, bonsoir. Oui, bonsoir à tous. Et puis à côté, un habitué de la troisième mi-temps, Vincent Franco. Salut Vincent. Bonsoir Judith, bonsoir à tous. Simon Valzer également avec nous, salut. Salut Judith, salut tout le monde. Alors messieurs, au programme, un programme chargé, on reviendra dans un instant sur le choc hier entre Pau et Toulouse. Vous y étiez Vincent, vous vous êtes régalé je crois, du côté du hameau. On parlera également de Clermont une nouvelle fois décevant à l'extérieur. On évoquera Montpellier solide à domicile. Simon, toi tu étais du côté de Montpellier. Et puis en fin d'émission, on évoquera également le 15 de France car Fabien Galtier dévoilera sa liste des 42 joueurs pour préparer les tests de novembre. Mercredi, il y aura forcément des nouveaux. N'hésitez pas sur Twitch, sur le chat, à nous dire qui vous avez envie de voir avec les Bleus. On posera la question à Laurent. Mais messieurs, tout de suite, on va démarrer par la victoire de Pau face au champion de France Toulouse. On attendait beaucoup de ce choc, Laurent, et il a tenu toutes ses promesses. Oui, tout à fait. Ça fait plaisir parce que c'était un match au sommet entre, bien sûr, le Stade Toulousain qui lui, veut toujours être, bien sûr, premier et a été allé à Pau pour faire un résultat. Et la section, dont on n'arrête pas de vanter ses qualités depuis le début de saison. Donc le match a tenu toutes ses promesses et c'était un très bon match. On a vu du mieux du côté toulousain, qui avait été plombé par deux faits de jeu et 2 essais encaissés sur des situations quand même assez faciles, assez simples et évitables. Mais par contre, de l'autre côté, la section a réalisé encore une fois un très grand match. Et comme je l'ai dit, on le dit semaine après semaine, mais je crois que hier, on peut dire que les Palois ont montré les muscles. Et ça sera, je pense, un outsider sérieux pour cette saison. C'est même plus qu'un outsider, c'est plus du tout une surprise, Vincent. Ils n'ont pas volé leur victoire, les Palois, hier. Non, même si la dernière action, cet essai, il y a eu l'arbitrage vidéo, mais finalement... Non, mais pas du tout, ils n'ont pas du tout volé leur victoire. Après, pendant un quart d'heure, quand on était neutre, on craignait le cavalier seul des Toulousains parce que pendant 12 minutes exactement, il n'y avait qu'une équipe sur le terrain, les Toulousains tapaient plus fort, allaient plus vite, faisaient tout mieux que la section paloise, il y avait 14-0, il n'y avait pas grand-chose à dire. Et après, là où je trouve que Pau montre que c'est une équipe qui a grandi, c'est dans le côté opportuniste. Voilà, l'erreur de Capozzo, ok, mais de suite ils marquent, ils font le dos rond et en fait dès qu'ils ont des occasions ils les mettent au fond et même s'ils ont perdu Joe Simons, ils ont réussi à surmonter cette perte pour au final l'emporter. Et je rappelle aussi qu'ils ont eu le choix à la fin de choisir le match nul. Ils avaient la pénalité qui était largement dans les cordes d'Axel Despérès et ils sont allés en touche et ils ont été récompensés. Donc c'est une équipe qui grandit et ce match n'en est qu'une nouvelle preuve. Ouais, justement, Laurent, tu confirmes, ils ont su renverser le match. Ils ont été quand même menés jusqu'à 14-0, je crois. 14-0. Ils ont été menés tout le match. C'est le signe d'une grande équipe, ça, quand tu reviens comme ça dans la partie, que tu arrives à renverser le cours du jeu. Oui, surtout face à un adversaire comme le Stade Toulousain. On sait que quand ça démarre comme ça contre eux, on peut passer une soirée difficile et très très longue. Et cette équipe... de Pau, avec aujourd'hui son effectif très bien équilibré, on l'a dit, très judicieux dans le recrutement, et malgré la sortie de Joe Simon, on sait quand même l'importance qu'il a, l'absence de Tisogbe, le Montoya qui n'est pas encore démarré, mais on a vu que cette équipe est armée pour disputer le top 14 cette saison, la Coupe d'Europe, et comme on l'avait dit, on n'a pas encore vu non plus Montoya qui va amener aussi son expérience, notamment chez les avants, mais c'est une équipe très très équilibrée. On a vu des joueurs, encore une fois, autour de Beka Gorgadze, incroyables sur le match. Voilà, je pense que ça va être une équipe qui va être difficile à cette saison à aller bouger. Alors après 2 sorties ratées du côté de Toulouse, c'était à Montpellier et à Bayonne. Toulouse, dans le contenu, a quand même rassuré.
On sentait déjà que Toulouse voulait taper du poing sur la table. Les joueurs sont arrivés au hameau bien concentrés, ils avaient été remontés comme des coucous un peu. Et le début de match le prouvait. Toulouse était venu pour prendre des points à Pau, il n'y avait pas de doute là-dessus. Ils ont tout fait pour gagner le match, sauf, voilà, comme l'a dit Hugo Mola après le match, il y a eu les 20 dernières minutes, ça se sentait que Pau prenait un peu le dessus sur Toulouse. Toulouse jouait beaucoup moins. Et malgré tout ça, ils avaient réussi à reprendre le score avec notamment Blair Kinghorn à droite face au poteau en tant que buteur. Et malheureusement, c'est lui qui a coûté un peu la dernière action où il y a cette dernière relance où on ne comprend pas trop pourquoi il relance. Toulouse se fait piquer le ballon, faute, pénal touche et c'est de Pau. Donc je pense que ça, c'est une action qui va rester un peu en travers de la gorge des Toulousains. Mais après, on n'était pas trop inquiets. Toulouse était venu en patron, mais malgré tout ça, ça n'a pas suffi face à une belle équipe. Mais bon, Toulouse quand même a remis un peu les points sur les i, a rappelé que malgré le repos de Thomas Ramos, Thibaut Flamand, Jack Willis qui n'ont pas joué, bon, ça reste une équipe difficile à bouger quand même, que ce soit à domicile comme à l'extérieur. Ouais, mais Laurent, ils ont quand même fait des fautes inhabituelles pour une équipe du standing de Toulouse. Oui, ils ont fait des fautes, mais comme je l'ai dit, on a constaté quand même du progrès dans ces matchs à l'extérieur. On sait que c'est difficile et Hugo était le premier à le reconnaître à la fin, de ne pas trop s'attarder sur la contre-performance de Toulouse, mais il relevait surtout le très très bon début de saison de la section et le match que Pau a réalisé. Donc ils ont été aussi sûrement mis sous pression par cette équipe parce qu'ils connaissaient leur niveau. Ce qui, encore une fois, montre le niveau de la section, parce qu'on sait très bien que Toulouse, avec l'orgueil du champion qu'ils ont, était allé à Pau pour frapper sur fort et récupérer leur première place. Ils n'aiment pas être second, on le sait, donc voilà, il y a du mieux. Voilà, on n'est pas inquiet, encore une fois, pour le Stade Toulousain, bien entendu. Il y a des joueurs qui commencent à revenir, donc ça va aller mieux dans les semaines qui arrivent. Et puis surtout, Hugo Mola était forcément frustré parce que, comme il a dit, on bosse pour ne pas être frustré, mais il y avait quand même du sourire. En conférence de presse, c'était pas la même conférence qu'après Montpellier ou après. Voilà, il était quand même satisfait de ce qu'il avait vu. Forcément, le résultat n'était pas celui qu'il voulait parce qu'il veut tout gagner, c'est normal, comme toutes les équipes. Mais en termes de comportement, de cohérence dans le jeu, d'offensive bien menée, il y a quand même eu de très bonnes choses et comme il l'a dit, c'est un match qui va servir pour la suite et ça j'en suis certain aussi pour Toulouse. Pour toi, il n'y a pas de problème mental, Laurent, du côté de Toulouse? Non, pas du tout. Toulouse, c'est bien géré ces situations-là. Ça n'a rien à voir, ce visage-là, avec le match, comme on l'a dit, à Montpellier, à Bayonne. Là, ils étaient beaucoup plus consistants. Ils ont perdu le match sur des situations, je dirais, quand même, de leur ressort à eux. Ils ont très bien entamé le match. Ils ont vite pris le score et on a vu qu'ils étaient bien en place. Voilà, donc ils vont rectifier tout ça, comme je l'ai dit. Dans peu de temps, des joueurs très très importants vont revenir et je pense que là, ça ne sera plus la même musique. Deux blessés quand même à déplorer, hein. Vincent, des nouvelles de Pierre-Louis Barassi, Pierre-Louis Barassi et touché à la Mathis cuisse. Touché à la cuisse. Donc, Hugo Mola parlait d'une simple alerte, mais bon, c'est pas très rassurant 3 semaines avant France-Afrique du Sud. Il est sorti à la mi-temps. Après, depuis les tribunes, honnêtement, il n'est pas sorti en boitant. Il n'est pas resté au sol, Pierre-Louis Barassi. Peut-être que Hugo Mola a expliqué qu'ils n'ont pas voulu prendre de risques et Mathis Lebel il s'est bloqué le dos tout simplement, donc il ne pouvait pas continuer. Donc il a été remplacé par Romain Tamac qui du coup a joué 35 minutes au centre puisqu'ils n'ont pas voulu décaler Blair Kinghorn qui a joué tout le match à l'ouverture. Les deux boulettes de Ange Capuezo quand même sur deux renvois ratés qui coûtent très cher, c'est pas dans les habitudes de quand même d'un joueur de cette classe-là. Ouais, forcément. Après, il y a l'autre côté aussi, c'est que Pau a 2 ailiers qui sont formés au 7. Grégoire Arfeuil et Aaron Grandidier-Nkanan, et un de leurs plus gros points forts c'est le jeu aérien. Aaron Grandidier est peut-être le joueur du top 14 le plus impressionnant à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'il monte très haut et il a l'habitude au 7, c'est-à-dire il claque les ballons. En fait, il ne cherche pas à le capter tout le temps, il le claque dans son camp pour espérer le récupérer. Et du coup, ils ont mis en difficulté Ange Capozzo qui par 2 fois, oui, alors en première mi-temps, c'est pas compliqué, il y a eu un rebond, Emilien Gaëtan a récupéré, est allé marquer, et en deuxième mi-temps, il a fallu quand même 2 passes. Mais oui, ils ont joué sur leur force, en fait, Pau, c'est-à-dire le jeu aérien avec les ailiers, et c'est un avertissement pour les autres équipes, parce que depuis le début de la saison, Pau, avec Aaron Grandidier, fait très très mal sur les jeux au pied de pression ou les coups d'envoi. Donc les futurs adversaires, notamment le Racing qui reçoit Pau la semaine prochaine, étaient avertis quand même. Notamment les ailiers Racing même. Tu partages, Laurent, ce sentiment sur le jeu justement aérien de la section paloise? Oui, bien sûr. C'est une équipe très très forte tactiquement, stratégiquement.
Et quand on joue Toulouse, on sait qu'à un moment, ça va passer par du jeu au pied et il vaut mieux contre eux soit arrêter le jeu et partir d'une phase plutôt d'une touche, une phase statique qu'on peut contrôler, soit du 50-50 avec du ballon de pression à condition qu'il soit bien tapé et avoir des joueurs capables de disputer les duels aériens. C'est ce que Pau a très très bien fait, a pas donné de ballon gratuit ou facile à Toulouse pour travailler sur ses contre-attaques ou son jeu de transition dans lequel ils excellent. Et puis ça a été un très bon match, mais il y a eu très peu de ballons tombés un peu bêtement. Si on remarque sur le match, là où Toulouse explose toutes les équipes sur les ballons de récupération, en 3 passes, ça finit par exemple Ange Capozzo, voilà, dès qu'il a de l'espace dans l'autre sens, ça va très vite. Il n'y a pas eu de ballons perdus assez bêtement par les Palois qui ont été ramassés par les Toulousains et qui ont pu ensuite mettre le danger dans la défense paloise. Donc là aussi, Pau a été très fort, c'est qu'ils ont beaucoup joué. Ils ont perdu des ballons, ils se sont fait gratter quelques ballons, mais il n'y a pas eu de grosses pertes de balles qui peuvent coûter très cher contre Toulouse. En fait, soit les essais de Toulouse ont été vraiment très très bien construits et ont été plus forts que la défense, en fait, tout simplement. Soit voilà les essais de Pau à l'inverse, mais il n'y a pas eu de grosses pertes de balles qui peuvent se compter à la fin, quoi. En tout cas, c'était un match plaisant à regarder. C'était un des plus beaux, depuis le début de la saison en soi. Laurent, Si on regarde, c'est vrai, c'était le plus beau pour toi aussi depuis le début de la saison? Oui, c'était le plus beau parce que, on le dit souvent, des matchs, quand ils sont annoncés comme ça, ils font souvent pchit. Et celui-là, il a tenu toutes ses promesses. Le suspense était là jusqu'à la 80e minute. Donc, voilà, le stade avait l'air en fusion. L'ambiance à Pau, qui devient aussi une arène très, très difficile d'aller y jouer. Voilà, donc c'était un super match. Ouais, ils ont ce côté un peu comme l'Aviron Bayonnais. Là, ils ont trouvé leur rythme, ils chantent. Ça me fait sourire parce qu'on en parlait cette semaine à la rédaction. Je disais que le Hameau était un peu sous-coté. En termes d'ambiance, en termes de ferveur, oui, c'est pas Jean Daugé voilà, ou Marcel Deflandre dans les beaux jours. Mais c'est vrai que le Hameau, c'est en train de devenir. Pour avoir une grande équipe, il faut un grand public et un bon stade où toutes les équipes craignent voilà, de s'y rendre. Le Hameau est en train de devenir ça, en fait. Tout simplement, tu sais que tu as la Onada qui t'attend quand tu sors, quand tu quittes le vestiaire, que tu as un public qui pousse Pau, tu as le tour de terrain des Palois pendant que Toulouse est en train de s'échauffer, où tout le stade s'est levé avec les drapeaux béarnais, tout ça. Je pense que quand tu es joueur, même si Toulouse en ont vu d'autres, attention, mais il y a des équipes de top 14 que ça peut plus facilement impressionner et on comprend facilement pourquoi, en fait. Allez, messieurs, on enchaîne tout de suite avec l'ovation de la rédaction. Et à l'unanimité, le joueur du week-end est le 3e ligne de l'Aviron bayonnais, Esteban Capilla, auteur d'un doublé. Il a une nouvelle fois crevé l'écran. Laurent, c'est un joueur à 22 ans qui est déjà très, très complet. Oui, on en avait aussi déjà parlé à l'image de son équipe et je crois que c'est bien parce que ce week-end, Bayonne était quand même attendu après ce week-end à Pau la semaine avant avec ce scénario catastrophe qu'on avait évoqué avec le nombre de blessés qu'ils ont et tout le monde se demandait comment ils allaient se comporter contre Clermont qui arrivait plutôt solide avec des ambitions notamment annoncées. Et à l'image d'Esteban Capilla qui a pris les choses en main, qui a assumé, qui a pris ses responsabilités de joueur de ce qu'il fait depuis le début de la saison. Et il a survolé le match. Athlétiquement, on voit le joueur avec beaucoup de vitesse, très aérien. Il s'est même permis de mettre un jeu au pied un petit par-dessus. Voilà, donc il a fait un match incroyable tout au long qu'il a été sur le terrain et ça a été un vrai leader en tout cas que les Bayonnais ont suivi et ont quasiment explosé l'ASM. À l'issue de la rencontre, il a même déclaré qu'il pourrait se voir jouer au centre, à l'aile. Pour lui, l'important, c'est d'être sur le terrain. Tu le vois, tu le vois éventuellement jouer effectivement derrière? Oui, bien sûr, c'est des profils de joueurs qui sont passés par le rugby à 7. C'est un joueur qui est complet, ça se voit. Un peu à l'image comme de registre de Sekou Makalou, Andy Timo, qu'on a vu aussi ce week-end à Castres rentrer à l'aile. Donc c'est très intéressant pour les équipes, suivant ce qui se passe, les scénarios sur le match, mais de se mettre en 6-2 aussi sur un banc quand on a un gros match. Mais c'est un joueur, on l'a vu, il est très à l'aise, il prend les couloirs, il va plus vite qu'un trois quarts ou que les ailiers.
voilà, la qualité qu'il a de petit jeu au pied qui fait par-dessus. Il n'y a pas beaucoup de joueurs, hein, notamment en troisième ligne, capables de faire ce geste-là, de faire jouer au contact. Voilà, il est aujourd'hui dans une très très bonne dynamique et qui profite à l'aviron. Et sûrement, je pense qu'il fera partie, on en parlera à la fin, mais de la liste des 42. Alors justement, en conférence de presse d'après-match, on lui a posé la question sur un éventuel appel en équipe de France. On vous laisse écouter sa réponse. Parce que Lyon a fait 2 bons matchs à la maison, on n'arrive pas à basculer. Non, j'en suis pas conscient. J'essaie de m'en détacher parce que le vivier de troisième ligne en France est énorme. Il y a tellement de très très bons joueurs. Non, j'en suis pas conscient et je reste à ma place. Et voilà, il reste à sa place. On en reparlera en fin d'émission, hein, messieurs, parce que effectivement, il reste humble. Pour lui, il y a beaucoup de monde en troisième ligne. Après, non mais la question c'est, est-ce que c'est pas le meilleur joueur du top 14 depuis le début de la saison? Oui. Non, mais parce qu'on met qui devant? Il n'y a pas un match où il s'est loupé. Il n'y a pas un match où il s'est loupé. Il roule sur tout le monde en fait. Comme l'a dit très bien dit Laurent, Sékou Makalou, il a joué 70 minutes contre l'Afrique du Sud au Vélodrome à l'aile. Franchement, Capia, ça me choquerait pas de le voir. Après, bon, il a des jambes, à chaque pas il fait 8 mètres. Donc bon, ça aide pour courir. Mais c'est vrai que franchement, c'est... Puis tu sais pas comment le jouer, quoi. C'est le genre de joueur, il peut te mettre un raffut, t'asseoir, il peut te mettre un cadrage débordement, il peut te manger un ballon sur la tête sur une chandelle. Franchement, bravo. Hein. Moi, pour en revenir à ce que disait Laurent, ce que tu disais aussi un petit peu, Vincent, moi, je trouve que ces joueurs à 7 sont vraiment très intéressants en top 14, peu importe leur poste finalement. Enfin, on parle d'Esteban Capilla, on a parlé aussi d'Aaron Grandidier Nkanang. Je trouve qu'il y en a d'autres qui sont... moi, je trouve que ces joueurs à 7, c'est un peu des sortes de Formule 1, quoi. On sait que le 7, c'est une discipline tellement difficile qui demande une telle exigence à la fois physique mais surtout technique, qu'on voit que ces joueurs à 7, ceux qui ont percé, ils ont une technique individuelle supérieure. D'ailleurs, Vincent, quand tu disais que Grandidier cherchait plutôt à claquer les ballons, hier soir je l'ai aussi vu carrément les récupérer avec des prises à 2 mains, bras tendus, et ça c'est des gestes que peu de joueurs à 15 s'autorisent mais qui sont la norme en fait à 7, parce que on sait qu'à 7 la possession est fondamentale et extrêmement importante. Si tu perds une possession, tu as de grandes chances d'encaisser un essai derrière parce qu'il y a énormément d'espace à exploiter. Donc ces joueurs à 7, moi je les trouve vraiment au-dessus, et quand on parle d'un Esteban Capilla qui serait à l'aise pour jouer derrière, moi je me dis, s'il a survécu au 7, il peut très bien jouer à peu près partout à 15, enfin du 6 au 15, honnêtement, ces joueurs-là, moi je les classe, je les mets vraiment une classe au-dessus des autres. Et il pourrait jouer ouvreur aussi, un petit coup de pied par-dessus pour l'essai de Carrera, c'est pas si mal hein, quand même. Il tente tout, il réussit tout. Donc après, moi je suis à sa place, je tente tout. Hein. En tout cas, nous, on a vu qu'il réussissait tout. On pense que le staff de l'équipe de France aussi. Oui. J'espère qu'ils s'ils ont la télé, je suis pas inquiet pour lui. Ils ont la télé, ouais. Je pense que mercredi, il faut qu'il y ait de la batterie sur le téléphone parce que je pense que déjà il va recevoir des messages. Mais bon, je pense qu'il s'y attend et ce sera même pas une surprise. Aujourd'hui, finalement, ça sera une confirmation peut-être de son début de saison. Franchement, moi perso, je tombe de ma chaise s'il n'est pas dans la liste des 42 mercredi. On ne veut pas jouer les oiseaux de mauvais augure, mais on serait tous déçus s'il n'y était pas, quoi, en tout cas. En tout cas, dites-nous sur le chat qui vous avez envie de voir, vous aussi en bleu, et on en parle en fin d'émission. Mais si on va passer à notre jaune bunker. Bon, alors le jaune bunker, c'est un peu notre déception, notre coup de gueule. Cette semaine, il est pour Clermont, une nouvelle fois décevant à l'extérieur, alors que chaque semaine, en avant-match, on a des déclarations comme quoi ils vont aller faire un coup à l'extérieur, et à chaque fois, c'est pas le cas. Alors, moi, je vous propose tout de suite d'écouter Christophe Urios, qui est à la fin de la rencontre face à Bayonne, cherche un petit peu ses mots pour expliquer pourquoi cette déconvenue. Parce que Lyon a fait 2 bons matchs à la maison, on n'arrive pas à basculer à l'extérieur. Mentalement, on n'arrive pas à se projeter dans des matchs à l'extérieur. Il faut faire plus que ce qu'on fait aujourd'hui. C'est la seule explication que je peux avoir. Il y a beaucoup de choses qui m'ont déçu aujourd'hui. Je vais rester soft, mais il y a beaucoup de choses qui m'ont déçu. J'ai toujours pensé que les bonnes équipes de rugby, c'était celles qui ne s'occupaient pas de ceux qui n'étaient pas là.
Donc aujourd'hui, on n'est pas une bonne équipe de rugby parce que les absents nous ont manqué. Voilà, les absents nous ont manqué. Moi, je veux pas être la personne en face de Christophe Rose, il sera pas soft cette semaine, je vous le dis, parce que là, à mon avis, soft, ça va gueuler à l'entraînement. Laurent, il voulait bien évidemment évoquer l'absence de Harry Plummer. Enfin, le journaliste lui pose la question sur l'absence d'Harry Plummer blessé aux côtes. Comme il l'a dit, elle a quand même s'il a voulu dire oui, on n'est pas encore une grande équipe, les absents doivent pas nous manquer. L'absence, elle a pesé là cette fois-ci du côté de Bayonne. Oui, bien sûr, c'est sûr. Pour lui, c'est difficile de dire déjà au bout de cette journée la Plumeur dépendance de Clermont, mais il est force de constater qu'en tout cas sur le contenu où Clermont se présentait pour aller faire un résultat à Bayonne avec, on l'a dit, Bayonne, une équipe un peu diminuée aussi, et comme on l'a dit, ils ont explosé. Et surtout, côté Clermont, ce que l'on constate, c'est qu'ils ont perdu 4 matchs cette saison, et les 4 matchs, ils les ont perdus avec 0 point, pas un bonus, que ce soit à la maison contre Toulouse ou les 3 à l'extérieur. Les 3 matchs à l'extérieur, c'est 40 points de moyenne encaissés. Donc c'est sûr que quand on a l'objectif du top 6, c'est difficile d'avoir de l'ambition et d'entrevoir les phases finales au mois de juin quand on a un comportement en tout cas très éloigné entre les matchs au Michelin et les matchs à l'extérieur. En même temps, l'ASM n'est quand même pas la même équipe sans Plumeur. Là, on l'a vu. Non, ça c'est sûr. Après, moi, ce que je trouve le plus dommageable pour Clermont, c'est qu'ils font pas un mauvais début de match à Bayonne, mais dès que le navire prend l'eau, il n'y a eu personne pour écoper, quoi. C'est-à-dire que c'était le Titanic, tout le monde a coulé, il n'y avait pas de place sur la planche. Ah non, franchement là, ils en ont pris 45. Alors oui, on a parlé d'Esteban Capilla, il y a eu Matteo Carreras aussi qui a fait un match de fou, tout ça. Bayonne était au-dessus, il n'y a pas de souci, mais il y a des manières de perdre. Et là, il n'y a pas eu match, mais pas de rébellion, quoi. Franchement, on se dit ce match-là, parce que clairement, mis à part Plumeur, il n'y a pas non plus une énorme rotation d'effectifs sur ce match. Il y a quand même de très bons joueurs. Il y avait Massa, Montagne, Baptiste Jonot, capitaine. Voilà, non, mais il y avait 2 joueurs habitués au 15 de départ. Mais là, on me dit que ça, c'était une affiche de barrage la saison dernière. Tu te dis, ouais, là, il y a une équipe qui a progressé, l'autre, pas tellement, quoi. Mais donc, c'est un peu inquiétant le visage. Après. On se dit, la semaine prochaine, peut-être qu'ils vont en mettre 45 à Castres à la maison. Ça marche comme ça. Il y a beaucoup d'équipes qui fonctionnent comme ça aussi pour l'instant. Oui. Méconnaissables à l'extérieur, plutôt bonnes à domicile. Ouais. Donc, on espère pour Clermont que ça va être le cas parce qu'on a l'impression qu'il ne faudrait pas trébucher à domicile. Ça pourrait vite devenir inquiétant, quoi. Ils ont manqué de leader, justement. Tu penses, Laurent, comme le disait, il n'y a pas eu quelqu'un pour redresser la barre à un moment? Oui, mais on a vu dès le début du match. Au début du match, ils avaient du mal à vraiment gagner les contacts, les collisions. Ils étaient quand même dépassés par Bayonne qui essayait de mettre du rythme. Et c'est vrai que cette équipe de Clermont, avec l'absence de Plumeur, ensuite, après, on se retourne vers Baptiste Jonot, qui est encore un jeune joueur et qui a essayé encore une fois de faire beaucoup de choses, mais c'est vrai qu'on n'a pas vu en tout cas de réaction, on n'a pas vu à part le ballon porté d'entrée de match et un autre en fin de match. Entre la première et la 80e minute, il y a 78 minutes où il n'y a quasiment rien. Allez, messieurs, on va enchaîner avec une autre équipe, Montpellier, qui justement, une nouvelle fois solide à domicile, qui un petit peu peut-être à l'image de Clermont, qui réalise de belles performances à domicile. Peut-être pas pour l'instant loin de ses bases, mais après le Stade Toulousain, La Rochelle, eh bien c'est Lyon qui s'est incliné lourdement à Montpellier. C'est le 3e bonus offensif pour le MHR. Simon, tu y étais. Tu as le sentiment, toi, qui les suit au quotidien pour Midi Olympique, que cette équipe est en train de monter en puissance? J'ai le sentiment effectivement que les planètes sont en train de s'aligner du côté de Montpellier. Alors ce qui faisait beaucoup défaut depuis le début de la saison, c'était cette constance,
le staff demandait une vraie constance. Alors, c'est pas aussi criant que sur une équipe comme on vient de parler de Clermont, mais comme aussi une équipe comme Lyon. À l'extérieur, même si Montpellier ne ramène pas toujours des points, ça reste quand même relativement solide. Ils prennent pas des défaites aussi larges en tout cas. Donc ils sont un peu plus près, je trouve. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'à domicile, hormis ce faux pas donc d'entrée de jeu, ça c'est assez malheureux d'avoir perdu directement face à Toulon lors de la première journée. Comme tu viens de le dire, Judith, 3 victoires et 3 victoires bonifiées à domicile. Contre des cadors en plus, Toulouse, Bordeaux, La Rochelle, Toulouse, La Rochelle, pardon, et Lyon. Donc ça, et alors en plus là pareil, même cas de figure que Clermont. Lyon était venu avec une équipe très compétitive, hormis au centre, voilà, c'était vraiment... Ça ressemblait aux 15 majeurs lyonnais avec Michael Guillard, titulaire, Léo Berdeux, etc. Et c'est vrai que les Montpelliérains, comme Bayonne face à Clermont, en fait, ils ont vraiment avancé sur la ligne d'avantage. Le pack a été d'une robustesse vraiment impressionnante. Et dans le sillage de ce pack, en fait, derrière la charnière formée par Alexis Bernadet et Domingo Miotti, a parfaitement animé le jeu. On a aussi vu la première de Justo Picardo, ce centre surpuissant là, 112 kilos. 112 kilos, je le rappelle, sur la balance pour 1m83 seulement sur la toise. Donc un mec extrêmement puissant qui a pesé quand même au centre du terrain, même si bien sûr il manque de repères. Il a encore besoin de... Enfin, c'était sa première, donc on va pas lui en demander davantage, mais il a fait du bien et derrière, autour de lui, ça a pu jouer. Moi, je pense aussi à un Arthur Vincent qu'on est en train de retrouver, qui justement, quand il fait équipe avec un 12 très puissant comme ça, il arrive à davantage s'exprimer. Et au final, j'ai l'impression qu'entre les recrues qui sont performantes, les cadres qui sont au rendez-vous, comme les Ninouchi, Jordan Ouelezé et d'autres, et en plus, il y a aussi les remplaçants qui ont fait une bonne entrée. Je pense à Marco Tolègne, à Alex Massibaka, à Thomas Vincent aussi qui a fait une belle entrée. Au final, on garde quand même une belle effectif dans l'effectif, une belle homogénéité, une belle homogénéité dans l'effectif de Montpellier. Malgré le fait qu'il y avait une dizaine de blessés et des joueurs importants à côté Montpellier. Est-ce qu'ils t'ont convaincu, toi aussi, Laurent, les Montpelliérains? Oui, on l'avait dit déjà, on avait été un peu déçus de leur match à Montauban après la très bonne victoire contre Toulouse, mais ils ont rectifié le tir. Et moi, ce que je voudrais mettre en avant, c'est ces deux personnes à Montpellier, c'est Ninouchi encore et toujours, pareil, qui est toujours là. Lui, c'est aussi toujours au même niveau, malgré son jeune âge encore, mais un leader. Encore un très bon match. Et puis surtout, Johan Codulot, le staff qui déjà faisait du très très bon travail à la formation. Tous les jeunes joueurs étaient super contents de son boulot. Et voilà, je suis content pour lui et le staff qu'il a constitué avec des gars qui sont issus du club. Et on voit que ça fonctionne, il faut leur laisser le temps de construire, on voit que ça prend forme et pareil, je pense que ce sera une équipe qui sera difficile à manœuvrer si elle continue dans cette voie-là. Mais il va falloir qu'elle aille peut-être chercher un résultat à l'extérieur quand même pour effacer son premier faux pas à domicile face à Toulon. Il se déplace au Stade Français. Ce ne sera pas simple le week-end prochain. Moi, je suis surtout à la place de Toulon. Je suis content d'avoir pris 4 points à la première journée, là, de les avoir un peu surpris parce que il n'y a pas grand monde qui va aller gagner à Montpellier cette saison, je pense, s'ils continuent comme ça. Mais les Montpelliérains, c'est du costaud. Après, le match au Stade Français, ça peut être aussi un bon test, notamment... Si je suis d'accord avec Simon, ça parle du pack. C'est deux équipes qui s'appuient forcément un peu comme toutes les équipes, mais il y en a plus que d'autres. Sur la mêlée, les duels Erdocchio, Paul Aloemi en mêlée, Billy Vunipola en 8, tout ça, c'est vraiment solide. Donc ça va être un bon test au Stade Français. Et c'est cohérent en fait ce qu'ils font Montpellier. Et j'ai l'impression qu'ils avancent un peu dans l'ombre. Et Montpellier paraît est le plus dangereux quand ça avance dans l'ombre sans rien dire et parler des cadors. Et nous on arrive et on sera là peut-être à la fin.
et on verra ce qui se passera. Mais justement, Laurent, tu parlais de Leni Nouchi en conférence de presse, tu y étais. Simon, on lui a posé aussi la question sur l'équipe de France, sur la hiérarchie. Alors pour lui, il a répondu qu'il se situait loin par rapport à Greg Aldrich, Paul Boudéan, Oscar Gégou. Il a dit non, la hiérarchie est bien établie en 3e ligne. Je reste humble, je ne pense pas pouvoir rivaliser avec eux pour le moment. Bah oui, voilà. Qu'est-ce que tu en penses, Laurent? Il peut bouleverser cette hiérarchie? Oui, bien sûr. De toute façon, ça va être intéressant de voir comment le staff du 15 de France va s'organiser. Bon, c'est sûr que la liste des 42, on l'a dit, les Ninouchi, Capilla, ils seront dedans. Ensuite, après, ce qui va intéresser, c'est les 23 qui vont démarrer et qui vont démarrer pas contre n'importe qui. C'est quand même l'Afrique du Sud. Donc, ça va taper fort. Les matchs internationaux, sont pas les matchs de championnat. Le règlement des changements, c'est pas le même. Il faut avoir des 3e lignes qui font quasiment 80 minutes à très haute intensité. Donc tout ça, mais il y a des choses. Ils vont avoir des arbitrages à faire. On l'a vu, notamment au niveau de la seconde ligne. Est-ce qu'ils vont placer Guillard en 8 ou en 2e ligne? Est-ce que Paul Boudéan, on voit Charles Olivon, on va en reparler ce soir, qui joue en 4 aussi. Ça peut dégager des places en 3e ligne ou pas. C'est sûr que si Guillard est en 8 avec Gelon et chez Cross, ça paraît un peu bouché, mais si Guillard remonte en 2e ligne avec Flamand, ou peut-être pas Ouradou, voilà, mais en tout cas, que ce soit Leni Nouchi ou Seban Capilla, je pense qu'ils sont pas très très loin d'entrer les 23 sur un banc en 6-2. Alors, il y a une question sur le chat qui nous demande comment expliquer une telle différence. On est un petit peu répondu, mais une telle différence entre les prestations des équipes à domicile et à l'extérieur. Laurent. Ouais, mais c'est la question qu'on s'est posée encore ce week-end. C'est ce championnat, après 7 journées, est quasiment, je dirais, illisible en fait, parce qu'on voit même... à part ce week-end Toulouse, mais les derniers déplacements de Toulouse, Bordeaux, La Rochelle, même eux prendre des 40 points, 45 points à l'extérieur. Donc c'est un peu difficile à lire et à comprendre, à part la première journée où il y a eu beaucoup de victoires à l'extérieur, et depuis c'est plutôt rare. Hein. Donc le championnat, après cette journée, est très dense. Je pense que là, il va y avoir deux journées qui vont être très, très importantes avant la trêve internationale, où là, les équipes vont commencer, après ces 9 journées, à vraiment tirer un premier bilan. Mais c'est vrai que c'est difficile à comprendre comment les équipes peuvent, à domicile, avoir un visage et avoir un tout autre visage à l'extérieur, et même la plupart du temps, prendre l'eau, et même les grosses écuries. L'explique d'autant moins que je trouve, alors j'ai pas de stats là-dessus, mais je trouve que les équipes à l'extérieur, et notamment les Cadors, ne font que très peu tourner. Alors que justement, on savait depuis le début de la saison qu'on allait avoir 2 tunnels enchaînés. Un premier tunnel de 9 matchs, ce qui est énorme, et un deuxième tunnel de 11 matchs. Et je trouve que je suis toujours étonné les week-ends en voyant qu'il y a, je sais pas, il y a peu d'équipes qui... À Toulouse, ça tourne quand même. Toulouse, ça tourne, mais bon, les exemples récents que j'ai eus, Lyon, c'était une équipe compétitive. Je veux dire, La Rochelle était venue à Montpellier avec une équipe compétitive. Enfin, j'ai pas l'impression d'avoir assisté à des grands remaniements. Alors, je me demande si finalement les joueurs ne jouent pas trop en ce moment. J'ai pas de. Bordeaux avait beaucoup fait tourner. J'ai pas de données là-dessus, mais il n'y a pas de grosse rotation, mais ça fait tourner à quelques postes un peu tout le temps. Les équipes, forcément, ils ont des effectifs très très larges avec des bons joueurs à toutes les lignes. Donc, il n'y a pas de gros remaniements, mais on voit le Stade Français par exemple ce week-end à Castres, ça a quand même tourné. Forcément, il y a des bons joueurs sur la pelouse, mais bon, voilà, il y a beaucoup de titulaires au repos. Même, tu vois, Toulouse, il y a une très bonne équipe, mais il y a quand même Thomas Ramos, Thibaut Flamand, Jack Willis qui regardent leurs copains jouer et eux, ils se reposent. Bon, voilà, il y a du monde. De Nicolas Deporter n'a pas joué ce week-end, tu vois, à Perpignan, alors que Bordeaux avait une belle équipe. Ça tourne toujours un peu, mais après, oui, il n'y a pas.
on va dire, de matchs complètement lâchés, mais ça tourne un peu. Voilà, je trouve qu'en tout cas, les équipes se déplacent à chaque fois avec vraiment. Ouais, mais à l'inverse, c'est une nouveauté là sur les dernières années. Il y a vraiment la volonté de. Enfin, c'est fini quoi. On est tranquille, on s'assure les matchs, les victoires à domicile et on fait ce qu'on peut à l'extérieur. Je trouve que c'est. Ouais, mais justement, tu peux avoir ce côté de assurer à domicile, vu que tout le monde assure à domicile et perd à l'extérieur. Si on continue comme ça, on sera avec tout le monde. Ouais. Tu vois, t'as le ce top côté-là. 6, il n'y a que 6 places. Moi, je pense que tu as ce sens-là de te dire, les gars, c'est pas compliqué. On perd un match à domicile, c'est 3 défaites de suite. Parce que ça va faire extérieur, domicile, extérieur souvent. Et là, on se retrouve 12e. Dans ce top 14, tu perds 2 matchs d'affilée, t'es 12e. Ouais. Donc, les gars, surtout ne nous loupons pas à domicile. Et tu as peut-être ce côté-là de vraiment avoir la pression, mais la bonne pression à domicile. Allez, on va enchaîner, messieurs, justement avec le match de la peur de ce week-end. Montauban-Perpignan. Perpignan qui n'a toujours pas un seul point au compteur en cette journée. Nouvelle défaite à domicile face à Bordeaux, 27-12. Montauban, de son côté, a encaissé 50 points à La Rochelle. Laurent, la pression sur ce match de la peur, elle sera sur les épaules de Perpignan? Oui, inévitablement, Perpignan a rendez-vous avec son mauvais début de saison, après 7 journées et 0 points, ce qu'on n'avait pas vu dans notre championnat depuis la saison 2012-2013 avec, je crois que c'était Mont-de-Marsan, puisque même Agen, l'année où ils n'avaient pas gagné, ils avaient pris 1 point, je crois, au début. Donc, avec leur mauvais début de saison, ils sont voués à jouer maintenant leur saison en quasiment 2 dates, les 2 matchs contre Montauban, parce que Montauban, lui, qui a été la surprise de retrouver un top 14, quelque part, est programmé pour redescendre. Donc, eux, la seule pression qu'ils peuvent avoir, c'est d'avoir une bonne surprise et de rester, ou en tout cas d'aller au match d'Access au mois de juin. Mais pour Perpignan, il est sûr que ce premier rendez-vous à Sapiac, en ayant déjà 3 points de retard sur Montauban, est un grand rendez-vous, plus le match retour qu'ils auront bien sûr à Aimé Giral, sont forcément les 2 matchs qu'ils auront à jouer cette saison. Et puis il faut se mettre à la place de Montauban. On leur promettait l'enfer. Bon, ils vivent l'enfer, mais ils sont pas derniers. Ils ont 3 points. Ils arrivent la saison où Perpignan, on ne sait pas ce qui se passe. Ils n'arrivent à rien. Parce que non, c'est la sinistrose. Non, mais hier encore, Perpignan-Bordeaux. Bon, Bordeaux, c'est une très grosse équipe. 20-0 à la 30e. Bon, là, il y avait déjà plus match. Ils arrivaient à rien. On ne comprend pas trop ce qui se passe, mais c'est très, très, très inquiétant. Et là, Montauban, cette semaine, ils vont se dire, mais les gars, on a 3 points d'avance sur Perpignan. On les reçoit ce week-end où on rivalise avec toutes les équipes quasiment à domicile, parce que Castres a gagné de peu, ils ont fini contre Montpellier. C'était miraculeux. Et on peut prendre 6 points si on leur laisse un point de mousse défensif, mais 7 points si on fait 4-0. C'est quand même énorme dans une saison où on nous promettait l'enfer d'être 14e abonné de la 2e à la 26e journée, quoi. Donc là, oui, clairement, Perpignan a tout à perdre sur ce match-là, alors que Montauban, ils vont se dire, les gars, vous vous rendez pas compte presque. Alors, c'est bête à dire, il y a 6 défaites en 6 matchs, mais de la chance qu'on a d'arriver la saison où Perpignan n'arrive à rien pour l'instant. Donc, profitons-en. Laurent, comment on sort de cette sinistrose côté catalan? Parce qu'effectivement, comme le dit Vincent, rien ne leur réussit. On a vu Tristan Teder, un l'ouvreur, péter un plomb en conférence de presse d'avant-match, qui a vraiment explosé face aux critiques. On sent là, ils ont perdu, je crois, 10 ou 11 ballons perdus en touche. Enfin, rien ne va. Beaucoup de blessés. On a l'impression que voilà, ils arrivent. Qu'est-ce qui peut se passer? Ils ont viré une partie du staff. Donc qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce qui reste? Ouais, c'est ça. C'est surtout pour eux, en tout cas, pour ce match du week-end prochain, c'est qu'ils y vont en plus avec quasiment aucune certitude, en fait, parce que quand tu regardes leur match, au-delà de leur état d'esprit ou de leur engagement, qu'on a vu un peu une mi-temps à Lyon la semaine dernière, mais la grinta qu'il y avait à Perpignan, on la cherche un peu. Et au niveau du jeu, ils sont tout le temps plombés en fait par un secteur qui est différent quasiment toutes les semaines, ou certains qui se répètent, mais des fois c'est la mêlée. Contre le Stade Français, vous avez explosé. Ils ont rectifié après à Lyon, et c'était un peu mieux encore ce week-end, mais là c'était la touche. Après c'est dans le jeu où ils perdent des ballons, après c'est le jeu au pied, après c'est la discipline. Plus ils enchaînent des blessés.
avec des joueurs très importants, comme Pozzolo Tulagi qui n'a pas encore démarré sa saison. Là, ils avaient blessé Van Tonder, qui était quand même un joueur très important. Apparemment, Warion serait blessé, Yato s'est blessé. Donc, voilà, il n'y a pas beaucoup de signaux, en tout cas, qui fait qu'ils vont aller à Sapiac avec des choses sur lesquelles ils doivent se raccrocher. Donc, quand on est dans ces moments-là, on n'a pas le choix, bien sûr, de se resserrer, et surtout de réduire la voilure en termes peut-être de jeu, de stratégie, de ce que d'habitude ils voudraient faire, en tout cas sur le projet sur lequel ils étaient partis. Mais là, ils ont un match de phase finale à jouer samedi à Sapiac, et il faut qu'ils aillent chercher des points absolument au classement de 1 à 5 points. Sinon, ça sera très très long. Le match retour est le 24 janvier. Ensuite, après, le parcours va être difficile. Oui, alors, à l'avantage qu'ils ont, Perpignan, c'est qu'ils sont habitués à ce genre de match. Et ça fait quand même 2 années qu'ils jouent le match d'accession. Ouais, mais c'est des matchs en jeu quand même. Ouais, c'est des matchs en jeu, mais pas dans ce contexte, quoi. Oui. Quand t'as 2 mecs du staff qui sont partis il y a 2 semaines, parce que j'imagine quand même, alors j'ai aucune info, mais que ce week-end, Franck Azema joue gros aussi, parce que s'ils viennent à perdre à Montauban, cette journée, 0 points, avec 7 points de retard sur la 13e place, à bout d'un moment, ils vont vouloir faire un électrochoc encore plus gros. Mais dans ce contexte-là, Perpignan n'a pas joué beaucoup. Oui, il y a le barrage d'accession, mais le barrage d'accession, je pense que c'est pas pareil qu'une saison, parce qu'ils pourront toujours se dire, allez, après ce match-là, il restera 18 matchs. Bon, on peut toujours lever la tête. Mais bon, quand je vois Laurent qui fait la liste des blessés, je vais dépoussiérer les crampons, parce que nous, on est basé à Toulouse, on est à 40 minutes, si ça bouge pas sur la rocade pour Montauban. À tout moment, je joue samedi prochain à 6h35. Je peux les aider, mais c'est vrai que la liste de blessés. Il y a Jack McIntyre aussi qui s'est fait le genou, le pauvre, sur un appui complètement bête, c'est peut-être pas le mot, mais la première journée, il y a rien qui va. Il joue de malchance, effectivement. Après, là où je voulais apporter une nuance, Judith, c'est que certes, tu disais qu'ils sont habitués à jouer ces matchs-là, mais je pense qu'ils se sont jamais retrouvés dans cette situation en fait. Ils ont toujours été habitués à être le 13e, en se disant le 12e, le 13e, en se disant bon, on est programmé pour ce match du maintien, mais là, c'est eux qui sont vraiment à l'arrière du train. Pas décrochés, mais qui sont vraiment dans une position extrêmement délicate. Et je pense, tu en as parlé, leur déclaration, quand on lit les interviews des Catalans, c'est très dur pour eux mentalement, mais je pense pas que l'USAP ait été habitué à vivre pareil calvaire en fait. Allez, pour clôturer ce petit match de la peur, vos pronos quand même. Allez. Moi, je pense, courte victoire de Montauban. Perpignan prendra un point. Perpignan perd mais ouvre son compteur. Pareil. Ah oui, Laurent ? Je suis pas très bon dans les pronostics, mais... Le mec humble, parce qu'il est bon depuis le début de la saison. Mais je crois aussi que Montauban va gagner, mais que Perpignan ira chercher un point à Sapiac. Bon, on verra ça la semaine prochaine. On sait où il faut être à 16h35 la semaine prochaine, parce que là... Inutile de mettre le multi. Hein. Ouais. il y a un match à voir. Surtout pour Perpignan, il faut faire attention au Montauban, mais on l'a dit, Montauban, ils étaient déjà, c'est la surprise qu'ils soient là, mais ils sont habitués à jouer ce match Access, mais ce qu'il faut relever aussi, c'est que la Pro D2, au même titre que le Top 14, se densifie de plus en plus. Et le match Access qui aura lieu chez une équipe de Pro D2 à l'extérieur, qui aura sa finale, ne sera pas cadeau. Hein, avec les équipes qu'il y a, s'il faut aller à Brive, ou s'il faut aller à Vannes, ou s'il faut aller à nouveau à Grenoble ou Provence, il n'y a rien d'acquis au bout d'un moment. Faire attention. Sur le chat, c'est assez partagé, mais on voit aussi une victoire de Montauban. Ouais, et puis il y a un autre côté, alors c'est un peu le scénario catastrophe, mais on sait aussi que les joueurs, ils ont des carrières à continuer, et c'est un monde de requins. Donc après, si tu commences à être dans ce monde-là, il y a les agents qui peuvent faire le travail, des clubs qui peuvent approcher des joueurs, et ça peut foutre un bordel pas possible en fait dans les clubs. On sait que les clubs qui vivent des saisons comme ça, il y a Montpellier il y a 2 ans, Stade Français l'année dernière, tout ça. Tu vois, on sait déjà par exemple que du Guy Valou va partir à la fin de la saison pour le Stade Français, tout ça, et ça peut ne rien arranger. Ça peut être très difficile, une situation très difficile à gérer, que ce soit les dirigeants, les staffs, les joueurs. Donc, un cercle vicieux, quoi. Ouais.
Allez, avant d'évoquer le 15 de France et la future liste de Fabien Galtier qui prépare les test-matchs de novembre. Messieurs, un mot sur le match de ce soir. Toulon reçoit le Racing 92. Laurent, les Franciliens n'ont perdu qu'un seul de leurs 5 derniers matchs. C'est une équipe en pleine confiance, on l'a dit, qui se déplace à Toulon. Est-ce qu'il y a une possibilité qu'ils se relâchent, ces Franciliens, ou au contraire, tu les vois sur une très bonne dynamique? Non, je ne crois pas qu'ils vont se relâcher du tout. Quand on regarde les compositions d'équipe, et notamment celle du Racing, je pense que ce soir, ça risque de cogner fort. Quand on voit les compositions, notamment sur les avants. Donc je pense pas qu'ils justement ils vont se déplacer à Mayol dans l'idée d'aller lâcher le match. Bien au contraire, je pense qu'ils sont sur une très très bonne dynamique et en tout cas ils ont, je crois, la qualité pour aller perturber les Toulonnais à domicile, même si bien sûr Toulon aussi aligne la grosse équipe et avec comme on l'a dit, le retour donc, dans l'équipe de Charles Olivon en 4 aux côtés de Ribans, qui permet d'avoir leur troisième ligne royale très équilibrée autour de Mercer, Abadi et Le Dlam, avec une première ligne très solide, Gros, Bobigny, Sinclair. Donc voilà, je pense que ça va être... Là, Vincent, si tu disais que tu voulais jouer à Montauban, je pense que ce soir, il ne faut pas que tu te mettes en maillot. En fait, j'étais censé jouer, mais j'ai été retenu par mon employeur. Mais j'étais censé jouer. Il avait la 3e mi-temps à faire. Ouais, et puis j'ai vu qu'il y avait des orages aussi sur Toulon. Le dimanche soir, les orages à Toulon, c'est pas couvert. En plus, Mayol, moi je joue pas sous la pluie, j'avertis. On dirait pas comme ça, mais c'est le petit frère de Ribans. Hein. Il fait petit, il fait maigre comme ça à l'écran, mais c'est un monstre. Hein. Nos parents, les surplus, énorme, les restes, les donnaient toujours à David et pas à Vincent. Vincent n'a rien eu à manger, donc du coup il est devenu Vincent, mais David est devenu David. Donc voilà, mais je rejoins. En tout cas, on parlait des équipes qui ne faisaient pas tourner à l'extérieur. On a clairement l'exemple avec le Racing. Ce soir, ça va taper fort. Même, en tout cas, ça va taper très fort. Et même en 10, Prisciantelli, l'international argentin, j'ai bien envie de le voir associé à Carbono. Mais c'est vrai que je rejoins Laurent devant. Taufinois face à Ribans, Hughes en 8. Bon, je pense que les chocs. Quand même, je fais la blague, mais oui, je suis mieux là quand même avec vous que sur le terrain à Mayol, on va pas se mentir. En plus, j'ai des petites douleurs derrière la cuisse. Une pointe à l'ischio, bien sûr. Il y a des joueurs qui jouent gros ce soir aussi, peut-être sur ce match, justement avec cette liste qui arrive mercredi. On pense côté Toulon, peut-être un Baptiste Serin qui a une carte à jouer. Côté Racing, Gaël Ficou, qu'est-ce que tu en penses, Laurent ? Oui, bien sûr. Les joueurs, ces joueurs-là, en tout cas, ont triple objectif dans la saison. Le top 14, la Coupe d'Europe et les matchs internationaux. Et il est évident que ces joueurs-là aussi ont une place à aller chercher avec les méformes ou les contre-performances de certains, les blessures aussi sur certains postes. Mais c'est sûr que Baptiste Serin, depuis le début de la saison, l'a dit, il fait des super matchs, il a retrouvé son niveau, même si on a vu pointer en 24e du côté de Perpignan Max Lucu, donc ça veut dire qu'il devrait, je pense, pas tarder à revenir, donc il sera sûrement présent en novembre avec Noël Le Garreg, mais qui sera le 3e demi de mêlée, il y a une place à aller chercher. Et Gaël aussi, bien sûr, toujours avec un joueur que l'on connaît, expérimenté, mais avec la jeune garde dont on m'a parlé tout à l'heure au centre où ça pousse fort. C'est sûr que Gaël aussi va être forcément scruté par le staff du 15 de France. Ouais, on sent qu'il y a une carte quand même. Enfin, il y a une petite pression sur un joueur comme Gaël Ficou, justement, ce soir. Après, j'ai l'impression qu'on le dit depuis plusieurs mois, quand même. Gaël Ficou, il a été remis en cause. Il n'a pas toujours été à son meilleur niveau en équipe de France. Il a quand même rendu des dernières copies plutôt bonnes, quand même, notamment en Nouvelle-Zélande. Ou alors pas en Nouvelle-Zélande, mais ces derniers temps. Et après il joue gros. Surtout il a un beau duel, notamment face à Brex, aussi international italien en face. Donc après Olivo en deuxième ligne, j'attends de voir. C'est vrai qu'il revient de blessure en plus, donc on sait qu'en deuxième ligne ils disent qu'il laisse plus de jus que déjà en mêlée. C'est plus difficile après dans le jeu courant, mais à voir notamment au choc, sa résistance au choc et son endurance, parce que bon, s'il vient à jouer en équipe de France, comme a dit Laurent, on ne fait pas autant de changements qu'en top 14, il faut avoir de l'endurance, quoi. Un petit prono pour ce Toulon Racing, Laurent ?
Pas très bon en prono, Laurent, mais bon, il va essayer quand même. Il va se Je tenter. pense que ce sera un match, comme j'ai dit, un match serré, un match très disputé, très dur, mais je pense que les Toulonnais garderont leur invincibilité à Mayol. Il ne faut pas oublier que Toulon, ils ont quand même un match aussi en retard. Hein. Oui, Qu'on les voit en 11e, enfin, je sais il ne faut pas se fier au classement. Ils ont un match en retard, le fameux match où il y avait eu le déluge, justement. Qui se jouera le jour de France-Afrique du Sud en plus. Donc bon. Un match de doublon, quoi. Un match de doublon. Un petit pronostic. Moi, j'avais été impressionné par les Toulonnais. Et les Racingmen font vraiment un beau début de saison. Je suis bluffé par la métamorphose de ce club, c'est vrai, de cette équipe. Mais les Toulonnais m'ont vraiment impressionné jusqu'ici. Donc je vais rester surtout David Ribans, ton grand frère Vincent. Donc du coup, je vais pronostiquer sur les Toulonnais. Ouais. Juste pour l'avoir avec Chris Maté, il est en forme. David. Mais non, oui, 4-0, 4 points pour Toulon et 0 pour le Racing. Un petit matelas d'avance, mais voilà, Toulon. Ouais. Bon, Toulon à l'unanimité. Allez messieurs, on va terminer cette émission par le 15 de France, on vous le disait mercredi. Fabien Galtier va dévoiler la liste des 42 joueurs pour préparer les test-matchs. On vous rappelle le programme des Bleus. En novembre, l'Afrique du Sud, la revanche du quart de finale de la dernière Coupe du Monde. Les Fidji, ensuite, ce sera à Bordeaux. Et puis, ils retrouveront le Stade de France pour affronter l'Australie. On vous a posé la question, quelle surprise nous réserve le sélectionneur? Alors, il y a un nom qui est revenu pas mal dans le chat, c'est Grand Didier justement dont tu as parlé, Simon. Mais moi j'aimerais tout d'abord, Laurent, toi, qui as-tu envie de voir en équipe de France? Et est-ce que tu penses que justement le joueur Grand Didier a ses chances? Oui, je crois que les sélections, pour y être passées, quand elles arrivent là, il y a une première sélection de 42 joueurs. Donc, même on va au-delà parce qu'on sait qu'il y a encore 2 matchs et il y a toujours malheureusement des blessures. Donc, mais dans les 42 joueurs, en principe, il y a toujours bien sûr l'ossature de joueurs du dernier 6 Nations et ensuite des équipes qui se révèlent en forme. Et c'est sûr qu'il y aura des joueurs sûrement de la section paloise notamment. On pense à Aaron Grandidier sur les extérieurs avec les joueurs aussi blessés, comme si Mathis Lebel, par exemple, s'est blessé hier aussi. On sait qu'il y a des places. Le petit Arfeuil aussi, qui a de très, très grosses qualités. Mais du côté toulonnais aussi, on le voit ressort avec Dréan notamment, Daumont. Il y a aussi des joueurs à fort potentiel, mais c'est sûr qu'il y aura des joueurs, Broboiry, Emilien Gaëton qui étaient déjà. Donc on aura sûrement beaucoup de joueurs, je pense, de la section. Et des jeunes aussi. Dans cette liste 42, ça permet d'avoir 35 joueurs, on va dire, premium, comme on les a eu appelés, et toujours d'avoir 6-7 jeunes qui viennent pour peut-être pas jouer, bien sûr, l'Afrique du Sud, peut-être les Fidji, ou peut-être même jouer pour le tournoi, mais déjà de voir un peu comment ça fonctionne. Donc c'est sûr que ces joueurs-là ont de grandes chances, en tout cas, d'être dans la liste des 42. Laurent, je me permets, tu peux nous raconter comment ça se passe, une sélection justement d'un groupe de 42, vous vous enfermez dans une grande salle avec un immense tableau blanc et vous couchez, je sais pas, 70 noms sur le tableau, parce que ça doit être, comme tu dis, on prévoit toujours plus large que les 42, quoi. Bien sûr, aujourd'hui, je ne sais pas comment ils font, mais quand on était donc de fin 2019 jusqu'à 2023, en fait, tous les lundis ou mardis, après chaque journée de top 14, on a une réunion en présentiel ou en visio, on avait une réunion. Et là, on suivait nos joueurs au poste de 4 à 5 joueurs par poste et qu'on évaluait semaine après semaine et on actualisait notre classement en tenant compte bien sûr des temps de jeu, des blessures. Et puis après, quand on se rapprochait, comme là ça va être le cas pour eux demain, ils vont se retrouver pour aller finaliser cette liste des 42 plus les réservistes. Mais la liste était assez large, on avait jusqu'à 90 joueurs à peu près suivis. Et une fois que la liste tombait des 42, on appelait avant les 42 sélectionnés, mais on appelait aussi les 45 ou 50 autres qui n'étaient pas sélectionnés pour leur dire qu'ils étaient toujours bien sûr suivis et qu'ils se tiennent prêts, quoi.
fait des coups de fil. Ça en fait des coups de fil. On sent qu'il y a un poste quand même où ça va batailler sévère parce que là, justement, sur le chat, on nous dit Calvin Gourg également au centre. Ouais. Broboiry, tu l'as cité. Il y a Vincent, son petit protégé, Nicolas Deporter. Donc, il y a du monde au centre. Gaël Ficou, bien évidemment, dans les anciens. Par qu'on joue avec 4 centres. On ne sait pas, Pierre-Louis Barassi, sa blessure. Mais on a l'impression qu'au centre, ça va batailler sévère quand même. Hein. Oui, il y a 2 postes pour moi qui vont. Le poste de pilier droit, bien sûr, va être la blessure d'Antonio et de Tatafou. Va remettre de la concurrence sur ce poste-là. Et ensuite, au centre, parce que la blessure de Yoram Moefana, suite à son dernier 6 nations, qui était devenu Yoram incontournable et la saison avec Bordeaux. On l'a dit, Gaël, qui reste quand même Gaël Ficou, qui est le capitaine quand même de la défense du 15 de France, dont Sean Edwards a quand même une très très grande confiance en Gaël. Et encore une fois, c'est quand même l'Afrique du Sud qui se présente, donc il faut quand même avoir de l'expérience aussi sur le terrain. Mais c'est sûr qu'à côté de lui, Calvin Gourg, pour moi, est un joueur depuis le début de la saison incroyable. Broboiry, on l'a dit, Noah Néné, Emilien Gailleton, Nicolas Deporter. Donc là, je pense que, comme l'Afrique du Sud, on est les 2 seules nations, je pense, au monde à avoir autant de joueurs de qualité que beaucoup de nations doivent nous envier. Et si tu devais en choisir un, toi, aujourd'hui? Moi, ma grosse cote pour moi, s'il devait y avoir une surprise, ce serait Calvin Gourg. Calvin Gourg. Alors, attention, parce que Vincent, lui, c'est le défenseur de Nicolas Deporter. J'ai juste dit avant l'émission que je trouve que les très bons débuts de saison, ils sont exceptionnels, les débuts de saison de Fabien Broboiry et Calvin Gourg, font un peu oublier l'excellent début de saison aussi de Nicolas Deporter. Mais ça prouve aussi le statut qu'a pris Deporter, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il enchaîne les gros matchs avec Bordeaux, mais on le souligne presque moins parce qu'on s'y est habitué en fait, tout simplement. C'est devenu un cadre de l'UBB largement. Ça a été aussi un joueur qui a été international plusieurs fois déjà, qui est international maintenant depuis 1 an et demi parce qu'il a commencé au tournoi 2024 quand même, Nicolas Deporter, au Pays de Galles. Donc non, c'est juste ça. Je veux juste te dire, je pense qu'il a aussi ça fait une carte à jouer parce qu'il fait un excellent début de saison et même il me surprend de débuter aussi fort, quoi. Mais après, Broboiry et Gourg, bien évidemment que c'est deux pépites. Mais si on a aussi Gaël Ficou, je veux dire, un bobo, ça fait du bien. Il vaut mieux dans ce sens que dans l'autre. Enfin, je pense que, appelons le sélectionneur gallois. Bon, mais on en a combien? On en a un. On en a un. Il en faut 2. Ah bon, on va mettre Nelly à la place. Écoutez, que vous voulez que je fasse? Non, mais voilà. Fais jouer Jack Borgan au centre. Mais vous voyez, en troisième ligne, c'est pareil. En troisième ligne, il y a François Cross qui n'est pas au top, qui a joué que la première journée. On ne sait pas s'il sera là ou pas. On parle de Capilla, de Leninouchi qui marche sur l'eau en top 14, le plus gros championnat. Faut-il le rappeler quand même du monde. Il y a toujours cette grande question, Laurent, de la politique de l'homme en forme ou de l'expérience. Oui, mais c'est vrai que en troisième ligne, est-ce que tu mets un Greg Aldrid qui me paraît fatigué en ce moment, mais bon, voilà, parce qu'il a. Il faut un expérimenté en forme. Il a une expérience incroyable. Ou est-ce que tu tentes un pari de l'homme en forme? Moi, je pencherais pour l'homme en forme. Là où je trouve, pour revenir sur Esteban Capilla. Là où il a une carte à jouer, c'est que les Sud-Africains, il faut taper fort. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Je pense que des Anthony Gelon, des Paul Boudéan, des Thibaut Flamand seront là. Même Michael Guillard avec un Meafou qui n'a pas encore enchaîné trop de matchs, à numéro 5, peut presque se placer à numéro 5 avec peut-être Meafou sur le banc. Il faut quand même des mecs pour la touche. Et là où Capilla a peut-être quelque chose à jouer, c'est qu'il sait tout faire et il approche les 2 mètres et s'il y a des espaces, il peut les prendre. Avec à côté les 2 soldats, Gelon et Boudéan, sans caricaturer, mais qui, s'il faut taper, on va taper. Il n'y a pas de souci. Laurent, toi, tu pensais que Greg Aldrit, comme il était un petit peu hors forme en ce début de saison, pouvait ne pas être dans la liste? Ouais, c'est pas qu'il soit hors forme, c'est surtout les prestations et les performances des autres joueurs. Donc c'est sûr que comme on faisait, et Fabien fera toujours avec ce principe-là, que ce sont les joueurs qui viennent chercher le maillot, et le maillot, il appartient pas à des joueurs. Et aujourd'hui, il y a des joueurs en forme, on les a cités tout au long de l'émission. Après,
y a l'équilibre d'une équipe pour jouer contre l'Afrique du Sud. Donc voilà, donc ça va être effectivement des secteurs, la touche qui est importante, on le sait. Donc c'est là où en deuxième ligne il y aura des choix. Est-ce que Michael Guillard, qui était une grosse satisfaction quand même de la tournée depuis chaque fois qu'il a joué avec l'équipe de France, est-ce qu'il sera en deuxième ligne ou sera en 8 comme il a eu joué aussi. Il y a le petit Ouradou aussi de Pau qui est quand même au niveau de la touche avec Flamand qui peuvent être les preneurs de balles avec une troisième ligne plutôt ferrailleuse avec Guillard, Jelonge, Cross par exemple. Voilà, donc il y a plusieurs possibilités d'avoir un banc après très très fourni avec des joueurs comme Meafou, comme Boudéan, des joueurs très costauds avec un banc sur un banc, un 6-2 pour jouer l'Afrique du Sud. Donc voilà, là, c'est ouvert. On a un réservoir qui est incroyable aussi. En troisième ligne, un joueur aérien. On n'a pas parlé aussi de début de saison de Léo Banos, mais voilà, il y a plein de joueurs qui sont là et je crois que c'est très très bien pour aller vers 2027. Ce qui est sûr, c'est que si l'Afrique du Sud et la France font 7-1 avec les deux bombes squad, le speaker du Stade de France, il va avoir du boulot à la 50e. Ouais. Il va falloir qu'il boive de l'eau à la 49e parce que quand il va voir les Golgoth enlever le chasuble, il va dire bon allez, on y va. C'est là que tu te fais interpeller sur le chat où on te dit hey Vincent, tu ne penses pas à Dimitri Delibes? Ah bah si, faut dans les 42 possiblement. Ouais, après, on n'a pas cité Esteban Abadi non plus. Enfin, il y en a tellement, dans ces postes-là. On peut en citer. Une petite interrogation quand même sur le poste de demi-mêlée. On le sait, Antoine Dupont toujours indisponible. Maxime Lucu blessé, mais apparemment Maxime Lucu aurait des chances de faire partie quand même de revenir pour la tournée. Alors effectivement, on pense à Nolan Le Garec, mais ça risque de batailler derrière avec Baptiste Serin. Non mais là où Maxime Lucu, le positif dans sa blessure, c'est que c'est à la main. Alors et du coup, ça l'empêche pas. Pour jouer. Non mais je veux dire qu'une fois que ce sera guéri physiquement, il a pu s'entretenir en fait. Oui. C'est pas Ça un ischio qui a claqué où tu as toujours le risque de dire oui mais attends, si tu reviens trop tôt, ça va reclaquer. Là, c'est bon, il y a une grosse opération, mais une fois que ce sera vraiment soigné, et je fais confiance au staff de l'UBB de l'équipe de France, physiquement, on l'a vu par exemple Maxime Lucu s'entretenir. Je pense qu'il aura forcément un petit problème de rythme parce qu'il a toujours pas joué, mais c'est pas, je trouve que c'est un peu pas très mieux, voilà, capacitant, une blessure musculaire où tu peux la traîner longtemps, tu peux avoir des douleurs, tout ça. Donc là où je vois que la cote, c'est que Lucu arrive très vite dans les 23 de l'équipe de France, c'est que sa blessure n'est pas musculaire. Après, puis on a besoin au niveau, on parlait de l'expérience là, on parlait de là pour le coup, comme dit Vincent, il y aura peut-être pas un problème de forme. Ou du moins ce serait quelque chose qui pourrait être solutionné rapidement. Il faut se souvenir quand même de la saison que nous a sorti Maxime Lucu l'année dernière. Je veux dire, il a montré aussi qu'il pouvait être un vrai patron au sein de ce 15 de France. Il a énormément progressé sur son jeu au pied. Contre l'Afrique du Sud, ça peut être extrêmement important. C'est un secteur qui sera forcément capital. Je trouve que et puis là le fait qu'il soit 24e à Perpignan, bon comme disait Vincent, c'est un retour vraiment imminent quoi. D'ailleurs, il était un peu annoncé contre Bayonne. Il y a moyen qu'il joue contre Bayonne dès samedi, au moins sur le banc, et manière de dire je suis là quoi. Donc, on en a besoin, Laurent, de Maxime Lucu effectivement en équipe de France. Ouais, on a besoin après, comme j'ai dit, on l'a vu, on l'a aperçu, il était avec Bordeaux, il était du voyage à Perpignan, je crois que j'ai vu, il a fait l'échauffement, on l'a vu quand même plutôt proactif, donc ça veut dire qu'il est très très près de revenir. S'il participe aux 2 matchs qui restent avant la tournée, voilà, bon, le staff a tous les renseignements, bien sûr, avec l'UBB, ils étaient en réunion à Bordeaux, le staff du 15 de France, il n'y a pas très longtemps, donc ils ont dû bien sûr en parler. Donc c'est sûr que quand on joue l'Afrique du Sud, en tout cas sur ce poste-là, la qualité du jeu au pied des demi-mêlées pour jouer l'Afrique du Sud, elle est fondamentale. Parce que l'occupation que tu dois avoir, le jeu au pied de pression, pied droit, pied gauche, ce qui est le cas de Max, ce qui est le cas de Nolan, de Baptiste Serin, sont des joueurs pour jouer ces matchs-là contre cet adversaire-là qui s'expose peu, qui te met une pression terrible défensive avec des défenses en rush inversé où c'est très dur de jouer, de porter le ballon. Forcément, le jeu au pied est une arme contre eux redoutable. Et Max a une grande qualité dans ce domaine-là.
Et oui, effectivement, donc annonce de la liste par Fabien Galtier, eh bien ce sera mercredi, la fin du suspense, les 42 joueurs pour préparer les test matchs de novembre. Merci beaucoup messieurs. Merci à toi. Merci pour votre analyse. Merci Laurent d'avoir été avec nous pour cette troisième mi-temps et on se retrouve bien évidemment dimanche prochain, 19h, même heure sur Twitch et Rugbyrama. Bye bye.